Voilà, nous sommes ravis de vous avoir ce soir. Je dis nous parce que je ne suis pas tout seul, vous verrez. Et nous parlerons du couple. Oui, de temps en temps, il faut parler des choses qui tendent, parce que ce n'est pas toujours très simple, avec des personnes qui ont accepté de venir en parler avec vous au 71 27 07. Un grand merci déjà à ces invités que je vous présenterai dans quelques minutes, non sans avoir à remercier aussi Marvin qui assure la réalisation technique de l'émission. On va commencer par vous, les époux Pettat. On va commencer par Amélie, bonsoir. Bonsoir. Et vous, Franck, bonsoir. Et bonsoir, Fred. Voilà, vous êtes tous les deux membres de la communauté Emmanuel, qui est une communauté chrétienne dont on parlera tout à l'heure, puisqu'il faut que nous sachions à quel titre que vous êtes là ce soir et quel regard vous poserez sur cette grande question du couple. Et nous en parlerons aussi avec notre psychologue, et merci d'être là, Marilyn Patol. Marie. Bonsoir Marilyn. Bonsoir Fred. Vous allez bien Marilyn? J'imagine qu'après X consultations, vous devez être effectivement épuisée. Bienvenue au club. Voilà, mais vous m'avez pris en otage comme d'habitude. D'accord, mais je vous remercie. Vous savez, quand on est pris en otage, après on est libéré. L'actualité vient de nous le montrer, donc vous voyez, ça va durer juste 1h30. Je vous demande de nous appeler sur le sujet suivant. Le couple est-il un espace d'ennui ou alors un lieu d'épanouissement personnel? Alors, pourquoi j'ai posé cette question ici? C'est parce que on en entend des vertes et des pas mûres sur la question du couple. Est-ce que c'est vraiment naturel? Est-ce que c'est humain d'être en couple? On en parlera, puisqu'il se dit que l'être humain est plutôt fait pour être seul et que le couple serait une composante, un compromis social. C'est ce qui se dit, mais en réalité, on verra bien comment ça fonctionne, un couple. Est-ce que, et avec l'éclairage de vous, puisque vous êtes en couple, depuis combien de temps en fait? En couple depuis 24 ans et marié depuis, on va fêter 20 ans, ouais, bientôt voilà. 20 ans. Alors, en couple, quel que soit le statut, nous parlerons bien sûr du couple d'une façon générale. Vous ne vous sentez pas exclu si vous êtes un couple particulier. On parle du couple, c'est-à-dire le projet d'être à deux et de vivre à deux. Est-ce que c'est source d'ennui? Comment vous le vivez? Quel regard, vous, téléspectateurs et téléspectatrices, vous portez sur la question du couple? On va commencer par vous demander de nous dire quelques mots sur la communauté Emmanuel. La communauté de l'Emmanuel, c'est l'Emmanuel. Oui. C'est la communauté de l'Emmanuel. Voilà. Emmanuel, ça veut dire Dieu avec nous. Donc oui. Ça montre. Donc vous êtes des chrétiens. Voilà, c'est chrétien, c'est catholique. Oui. C'est une communauté qui doit avoir une quarantaine ou cinquantaine d'années, qui s'inscrit dans le mouvement charismatique. C'est-à-dire vivre avec Dieu, avec Jésus au quotidien, dans sa vie de tous les jours. Voilà, de le rendre présent dans notre vie. Voilà. Et on verra par la suite, dans la vie de couple, ça compte. Oui. Vous êtes d'accord avec ce que votre époux vient de dire? Ouais. Évidemment, vous n'allez pas dire le contraire, surtout pas en public. Non, c'est une belle présentation. Donc voilà, la communauté de l'Emmanuel, à l'intérieur, il y a des personnes... Elle existe en Martinique. Elle existe en Martinique, en Guadeloupe pratiquez également. En Martinique, en Guadeloupe évidemment aussi, peut-être qu'en Guyane aussi, puisqu'il y a des fois des... Il y a je crois qu'il y a quelques membres de la communauté qui sont également en Guyane. Et vous faites quoi dans cette communauté? C'est secret, vous n'en parlez pas? Alors, c'est absolument pas secret. C'est des temps de fraternelle. D'abord, c'est une communauté de grande fraternité qui rassemble tous les états de vie, tous les âges, toutes les conditions sociales, qui est très ouverte, juste avec ce point commun qui est de rechercher à vivre avec le Seigneur, en fait. Voilà. Et donc, on se retrouve toutes les semaines en maisonnée, c'est-à-dire que c'est des petits groupes où on prie ensemble, on exerce la louange. En fait, c'est une prière assez joyeuse. Et ensuite, on partage ensemble sur notre comment
comment Dieu intervient dans notre vie, comment nous, on essaie de se rapprocher de Dieu. Voilà, c'est ça la thématique. Et vous êtes combien en Martinique dans cette On communauté? est à une peu cinquantaine. Oui, une cinquantaine. Ouais, on est une cinquantaine. Il y a des couples, des célibataires, des laïcs consacrés, des prêtres, de tout, des métros, des autochtones, des gens de passage. Voilà. C'est très très ouvert. Voilà. Mais le point qui nous rassemble, c'est ça. Merci pendant votre carême de trouver un petit peu de temps pour venir avec nous. Marilyn, je disais qu'on ne vous présente plus parce que vous êtes une ancienne psychologue maintenant. Ancienne, très Oui, ancienne. 40 ans, c'est ça comme 40 moi. 40 ans de psychologie, on va fêter ça, hein. Ça sera en octobre. 40 ans de métier. Donc vous exercez depuis 40 ans, ça se voit pas, vous n'avez pas perdu un poil de votre première consultation, rassurez-vous. Et c'est quoi votre quotidien en tant que professionnel, bien sûr? Pour les couples, puisque nous parlons du couple. Oui, entre autres. Entre autres. Mais écoutez, nous, psychologues, nous n'appartenons pas à des communautés, forcément, puisque nous recevons toutes sortes de communautés, quelles qu'elles soient. Et ce que nous entendons, c'est ce que je leur disais tout à l'heure, nous entendons peut-être la partie la plus sombre, la face la plus cachée, la plus intime, effectivement, des couples. Il faut beaucoup de courage pour passer la porte d'un psychologue, Fred. Oui, je le sais. Pour venir mettre à nu Mais là, je ne suis pas psychologue. quelque chose de Je l'intime. suis l'animateur télé de Zouk TV. Faut mettre à nu quelque chose de l'intime et oser se dévoiler. Parce Oui. que quand on vient chez le psychologue, c'est un dévoilement. D'accord. Et justement, c'est pour ça que je vous remercie, comme Franck et Amélie, d'avoir accepté d'être présentes, parce que je sais votre charge de travail, je sais combien la souffrance psychique est de plus en plus grande, j'en suis témoin. Et c'est important que vous soyez présente pour parler du couple en souffrance, parce que j'imagine que quand tout va bien, vous ne les voyez pas, les couples. Ah ben non. Voilà. Ah ben non. C'est quand ça ne va pas et que la souffrance est là qu'ils viennent vous voir et vous allez nous dire un peu qu'est-ce qui peut être l'objet de cette souffrance. Alors, à vous deux, vous êtes en couple, donc merci de témoigner et de nous dire sur la question. Est-ce que vous vous êtes déjà ennuyé à être deux, comme ça, après 24 ans? Est-ce qu'il y a des moments où vous dites deux, ça suffit pas, on s'ennuie, ou alors vous pensez que, au contraire, vous n'avez fait que vous épanouir pendant ces longues années conjugales? Alors moi, c'est plutôt source de dynamisme. Oui. Et je trouve que plus le temps passe, plus ça l'est. Le fait de se côtoyer, de se fréquenter, on est comme peut-être des galets qui se polissent. Oui. Et on se comprend de mieux en mieux. On a une intimité qui grandit. Oui. Et donc, pour moi, non, il n'y a pas. Mais est-ce que c'est pas votre appui spirituel qui vous permet de tenir? Parce qu'en fait, il faudra dire les choses telles qu'elles sont. Il y a des couples qui tiennent pas si longtemps que ça. On en parlera justement. Alors si, c'est évident que ce que partageait Franck dans la communauté de l'Emmanuel, donc on a dans les maisonnées, on partage avec les autres membres de la communauté sur ce qui est finalement notre relation à Dieu, ce qui est le plus intime de ce qu'on a au fond de soi. Donc partager sur sa relation à Dieu, ça aide après en couple à partager sur le quotidien, sur ce qu'on ressent. C'est comme un entraînement pour mieux communiquer et donc ça nous aide au quotidien. Je vais vous dire une toute petite anecdote. La première fois donc il y a en 99, la première fois que je suis sorti avec Amélie, on est vraiment sortis ensemble, enfin on a passé un week-end ensemble, j'ai ramené au train et je n'avais jamais vraiment été en couple avant, de façon sérieuse et tout. Et j'ai mis dans le train, j'ai dit
Ouf, ouah, qu'est-ce que je vais en faire? Ah oui. Donc encore le Il y a eu chemin- quand même un brain anxiety, quoi. Ouais, c'est ça. Ouais. C'était quoi la sauce? C'est peut-être parce que vous imaginiez, vous aviez du mal à vous représenter comment ça pourrait fonctionner? Ouais, c'était tout nouveau et en fait, tout seul, on prend des petites habitudes et puis quand on est à deux, on peut plus fonctionner tout à fait pareil. J'espère, enfin depuis, j'ai bien changé, j'ai bien évolué, mais ma première réaction, c'était pas Mais c'est au prix de compromis. Vous avez dû quand même faire des compromis pour que ça fonctionne, puisque vous dites, Franck, justement que vous n'aviez pas l'habitude de vivre en couple. Oui, ça demande une adaptation. Compromis, après, en fait, j'ai pas fait de compromis, après j'ai choisi. Vous avez choisi. J'ai choisi et quand j'ai choisi... Quoi qu'il en coûte, comme vous dirait, ouais, ça c'est... Ouais. Oui, mais après, je suis hyper heureux de ce choix. Mais je veux juste parler de ma toute première réaction qui dit oh la vache, c'est pas si évident, c'est pas évident, voilà. Et après les choses ont bien évolué, mais ouais, c'est pas inné. Je pense pas que ce soit tout à fait inné. Je pense qu'on est fait. Moi, je pense qu'on est quand même fait pour vivre, pas vivre seul en tout cas, mais ça demande une certaine adaptation, des efforts, etc. Après, voilà, faut choisir de se lancer dedans. Qu'est-ce qui vous a fait choisir? Pourquoi vous avez choisi de vivre en couple? L'amour, déjà. Ah oui. L'attirance, le projet de vie, de fonder une famille et de fonder une belle famille. Ça me faisait rêver. Ouais, tout à fait. Ouais. J'avais soif de ça. Ouais. On a là un tableau idyllique, Marilyn, mais malheureusement, ce que je vais inviter, c'est que ça ne marche pas toujours et qu'il y a des fois des périmètres de souffrance dans les couples. Est-ce que vous avez rencontré des couples en souffrance et quels étaient essentiellement les contenus de ces souffrances? Alors, c'est très rafraîchissant de les entendre tous les deux, parce que tout à l'heure, ils ont parlé d'enthousiasme, et je trouvais que c'était joli comme mot dans un couple. C'est vrai que nous sommes amenés plus à entendre l'aspect souffrance, l'aspect déchirure, l'aspect je ne se comprend plus, l'aspect usure, effectivement. Et il faut les aider à décrypter tout ça, à démêler tout cela. Ce n'est pas évident parce que dans un couple, il n'y a pas seulement 2 personnes, il y a 6 personnes. Ah oui, par contre, ça il y a c'est le intéressant. couple, et puis il y a les parents de chacun de Ah oui, ça. D'ailleurs, on dit que c'est souvent la belle-mère qui est le plus dur à avaler dans cette histoire. Nous sommes issus d'une famille, nous sommes issus de culture, nous sommes issus de tradition, nous sommes issus d'une éducation, et nous amenons tout cela avec nous dans le couple. Et donc, non, on n'est pas 2 dans la chambre à coucher, on est multiples, sans compter que les enfants quand ils s'y mettent. Donc, les difficultés de communication... Au départ, le projet du couple, quand ça va bien, il y a un élan, il y a un émerveillement, on voudrait que ça dure tout le temps, et puis on est confronté après à l'usure, je dirais, du quotidien, l'usure de la vie, et il faut pouvoir remettre de l'émerveillement dans ce quotidien. Et comment on fait justement, parce que les téléspectatrices et les téléspectateurs qui nous écoutent et qui sont concernés aimeraient savoir comment donner un ballon, un élan nouveau à un couple qui s'endort. Qui s'ennuie, parce que ça existe. Oui, Franck et Amélie, ça fonctionne bien. C'est l'épanouissement pour eux. Oui. Voilà, mais pour une bonne majorité des gens, il y a quelque chose qui s'émousse au fil du temps. Il y a une charge professionnelle, il y a une charge mentale, il y a une charge du quotidien. Et quoi qu'on en dise, hommes et femmes ne sont pas pareils devant cette chose-là, même si maintenant l'idéologie tendrait à dire qu'on est en parfaite égalité de droit, mais on n'est pas dans l'égalité des réactions. Les émotions ne se disent pas de la même façon. Il y a le regard masculin, il y a le regard féminin, il y a la perception féminine, la perception masculine, et il y a un grand malentendu très souvent parce que, en fonction des attentes des uns et des autres, j'attends que tu réagisses comme ça. Vous savez, il y a
une idée maintenant qui se fait dans le couple. Autrefois, le mariage, le couple était l'idée d'une association de personnes pour transmettre des biens, fonder un héritage, etc. C'était un contrat social, ce que vous avez dit tout à l'heure. Maintenant, il y a une injonction à être aussi heureux, à être bien. Et donc, le couple ne doit pas être la réduction des individualités, mais c'est l'ajout de 2 individualités. Le problème, c'est que dans le couple, 1 plus 1, ça ne fait pas 2. Ça fait toujours 1 plus 1. Ouais. Et il faut pouvoir composer avec le 1 plus 1. Et ce n'est pas parce qu'on est fait 1 plus 1 qu'on fera un seul après. Et de toute façon, les couples aujourd'hui, les jeunes couples, ne veulent pas être dissous dans l'entité couple. Ils veulent aussi exister par eux-mêmes. Donc, il y a l'entité couple, il y a l'individualisme de chacun, le narcissisme, j'ai envie de dire, de chacun. Et parfois, ça crée de gigantesques malentendus. Oui, mais on a l'impression quand même qu'il y a de plus en plus de difficultés à vivre en couple. Malgré tout le militantisme et toute la foi que vous devez y mettre, il y a quand même une réalité qui ne vous échappe pas. C'est de plus en plus difficile à vivre en couple. Comment vous percevez ça en tant que couple chrétien, militant, intégré dans une communauté très active ? On a besoin d'être aidé et d'être accompagné. Oui. Donc, mais l'Église, elle permet ça vraiment ? Alors, il existe des parcours, Oui. il existe des temps proposés ou des livres. J'ai en tête le livre sur les langages de l'amour de Gary Chapman. Donc moi, à un moment, c'est un livre qui m'a aidé, qui permet d'identifier qu'en fait on fonctionne suivant. Donc il existe 5 langages de l'amour et on fonctionne. Alors on a tous les 5 en nous, mais on utilise plus facilement l'un ou l'autre. Et si on n'est pas du tout sur le même langage de l'amour, donc dedans on a les temps de qualité, on a le toucher physique, on a les cadeaux, les paroles valorisantes et les services rendus. Si moi je suis service rendu et que je me sens aimée quand quelqu'un me rend un service, alors que par exemple Franck il va être Temps de qualité. eh bien moi j'attends qu'il me rende un service alors que lui il m'attend pour un temps de qualité et en fait il aura l'impression lui de verser beaucoup d'amour mais que moi je ne percevrai pas et je me sentirai toujours pas aimée. Mon réservoir d'amour comme un petit panier sera jamais rempli. Donc le fait de travailler sur soi, de se comprendre et de travailler sur l'autre et de se dire ah oui en fait lui son langage de l'amour c'est ça et c'est ça, eh bien ça permet d'apprendre à parler son langage et puis de mieux se comprendre et de mieux se sentir aimé l'un l'autre et d'améliorer la relation de couple. Mais c'est pas naturel, les gens, quand ils viennent, quand ils sont en couple, en général, d'ailleurs, c'est une attirance plutôt physique qui les amène à se retrouver dans un premier temps. Et ils sont un peu désarmés sur la façon de consolider tout cela. Parce que ce que vous dites là, c'est quand même le privilège d'un certain nombre de personnes qui peuvent penser l'évolution du couple. Mais Petit Sanson, comme on dit en Martinique, qui vit avec Mélanie dans le couple, parfois, ils sont fermés par le quotidien, l'ignorance de ces phases de consolidation. Je pense que l'Église aide à ça. Oui. L'Église est assez formatrice. Alors, l'Église n'est pas parfaite, et loin de là, mais l'Église a cette connaissance et la diffuse assez largement. Je trouve que parfois, j'ai le souvenir là pour le début du carême, une homélie d'un prêtre, un prêtre pas loin d'ici, là, à Corridon, a consacré les 3/4 de son homélie sur le début du carême à aider les couples à bien vivre leur carême, justement dans leur relation. Avec beaucoup d'humour, beaucoup de finesse. Et ça, mais effectivement, on voit autour de nous toutes conditions confondues, ici en Martinique et ailleurs, mais on est là, on habite en Martinique depuis 5 ans, et on voit tellement de familles et de couples en difficulté, tellement. Alors Marilyn, quelle serait la cause ? Parce que c'est quand même un élément assez prégnant,
ces difficultés des couples, on ne va pas généraliser, mais c'est quand même en termes de présence statistique, c'est quand même important. C'est-à-dire, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'au début d'un couple, il y a des projections réciproques et beaucoup d'attentes. Il y a une projection d'un idéal. On a un idéal dans notre tête, quelque chose qui est C'est quoi cet idéal? L'idéal, on est pareil. Comme on va fonder un couple, ça veut dire qu'on raisonne sur les mêmes choses, on a un peu les mêmes goûts, on appartient à la même communauté, la même famille, on a cet idéal qui est projeté. Et après, on est confronté à l'épreuve de réalité qui fait que non, on n'est pas forcément pareil, mais il faut qu'on puisse garder cet idéal vers lequel on tend. C'est tout un trajet. Le couple est une création quotidienne, permanente, et on n'est pas les mêmes à 20 ans, à 30 ans, à 40, 50 ans ou 60 ans. C'est pas le même couple. Et on n'aime pas de la même façon. Et il faut parfois que les couples puissent accepter cette chute de l'idéal pour entrer dans peut-être autre chose. À quel moment on sait qu'on aime l'autre? On sait qu'on aime l'autre quand justement cet idéal est tombé. Et qu'on peut se dire que cet autre-là, avec tous ses défauts, tout ce que je déteste, le dentifrice qu'il tord dans le mauvais sens, ou ses chaussettes qu'il laisse traîner... Ou quand il ronfle à côté de moi le soir. Quand il ronfle à côté de moi, cet autre-là, j'ai quand même quelque chose à lui dire. J'ai encore quelque chose à lui dire. Et c'est un réenchantement qu'il faut pouvoir faire. C'est un travail. Alors, il y a toutes sortes, chacun dans sa manière d'être, ses croyances peut avoir... toute une série de rites, de rituels, il n'y a pas de souci, peu importe, et d'outils du moment que ça marche. Mais chaque couple a son langage singulier. C'est une danse, c'est une rencontre. Je ne sais pas quelle danse, si c'est du tango, du zouk ou autre chose, mais c'est une danse. Et c'est une création, c'est une co-création au quotidien. Mais alors, c'est la question du quotidien qui pose problème, parce que dans les situations de couple, on est très vite, et vous en parliez tout à l'heure, confronté à l'usure. Comment redynamiser, comment faire que cette danse soit dynamique, polysémique? Comment faire pour que ça fonctionne? Parce oui, que mais c'est justement là, ça donne quand on est prisonnier... papa, maman, l'abonnez-moi, quoi. Quand on est prisonnier de trop d'attentes et de trop d'idéal, c'est ça, parce que le couple a évolué depuis l'époque de nos parents. Nous sommes passés, à l'époque, il y avait une éthique du devoir. Du devoir, de la morale, il y avait un devoir. Maintenant, nous sommes dans l'éthique de la liberté et de l'épanouissement individuel. Alors, l'épanouissement individuel, tout en faisant couple, c'est compliqué. C'est compliqué parce qu'il faut pouvoir faire de l'un et il faut pouvoir faire du deux. Épanouissement individuel tout en faisant couple. Oui. Ça marche comment quand on est chrétien, par exemple? Alors, je rappelle aux téléspectatrices qui peuvent d'ores et déjà nous contacter, nous donner leur avis sur la question du couple. Est-ce que c'est un lieu d'épanouissement ou alors c'est vraiment un espace d'ennui et de souffrance? Mais il n'y a pas que l'aspect chrétien. Hein. Nous dans notre couple, on fait beaucoup de sport ensemble, beaucoup de sport en commun. On a trouvé cette activité-là qui nous permet d'abord de nous défouler et de faire une activité commune ensemble et qui nous détendent et une espèce de passion qu'on partage. Et ça, pour nous, c'est vachement important. On sent que quand on ne fait pas de sport, la tension monte pas mal. Et c'est pour ça qu'on en fait beaucoup. Vous en faites ensemble. Ouais. Souvent. C'est l'ensemble qui n'a pas l'air toujours de fonctionner. Parce que... et ça, c'est une chance. J'avoue que c'est une chance. Oui. Parce que souvent, même quand ils font des activités, on a l'impression que chacun est dans son coin, dans son... C'est-à-dire que le couple doit souvent interroger quelles sont les valeurs communes qui nous ont faites ensemble, quel est l'idéal du couple, quel est ce projet commun. Faire ça, Marilyn? Écoutez, s'ils veulent que ça dure, ils ont intérêt à le faire. Je ne peux pas vous dire à quel moment. Dans ce quotidien, il faut trouver des moments où on se pose et on réfléchit à soi-même et on réfléchit aussi à l'autre. On ne peut pas avoir le regard tourné uniquement sur le travail, le boulot, les enfants, sans parler de ce couple-là. C'est vrai que beaucoup de couples que je reçois arrivent à un moment où ils ne font plus rien ensemble. Ils le voient qu'ils ne font plus rien. Ils savent qu'ils sont en danger, mais ils n'y arrivent pas. Ils ne se donnent pas le temps. Alors, ce n'est pas magique, encore une fois. Je ne suis pas là pour donner des solutions. Je suis là simplement pour pointer avec eux, dans le cadre d'une consultation, ce qui peut-être paraît dysfonctionnant.
le langage, le dialogue. Alors la question de la sexualité se pose toujours à un moment donné, absolument, bien sûr, parce que là encore, hommes et femmes n'ont pas les mêmes attentes. Les hommes peuvent exprimer de grands besoins et souvent se plaignent, en tout cas j'entends ça fortement ici, que les femmes ne sont plus réceptives. Attention, les femmes sont réceptives, mais elles n'ont pas la même disponibilité quand elles ont la charge des enfants, la charge mentale. Donc voilà, il y a des confusions de langage, des confusions de langue, et forcément au bout d'un moment, ça donne des déceptions dans les attentes, et avec des mots qui ont l'air de rien, mais qui peuvent être violents. J'entends souvent dans les couples, tu aurais dû faire ceci, tu devrais. C'est un mot terrible, tu devrais. On ne peut pas se permettre de penser pour l'autre. On peut simplement dire, j'aurais aimé que tu fasses ceci ou j'aurais aimé que tu fasses cela. Mais pas rentrer dans une injonction qui est donnée à l'autre. Et c'est souvent ce qui se passe. Donc du coup, il y a une violence cachée qui s'installe. Il y a une violence secrète dans les mots, dans les silences, venant de l'homme ou de la femme, qui s'installe et au bout d'un moment, qui donne des gigantesques malentendus. Dans les centres de préparation au mariage auxquels vous avez participé, la question de la sexualité s'est posée. Vous allez jusque-là, parce qu'en fait, nous les psychologues, nous aurions tendance, vous voyez, je me mets de votre côté, à penser que c'est quand même un appui essentiel pour la solidité d'un couple. Et j'aurais même tendance, moi, à penser que quand la sexualité ne fonctionne plus, le couple est très en danger. Ben oui, en fait, dans les préparations au mariage, oui, alors on c'est- sait quand même que l'Église et la sexualité, c'est un grand débat. La sexualité, c'est le fruit de... C'est quand la sexualité fonctionne, c'est que le reste fonctionne. C'est le révélateur d'un couple qui fonctionne ou pas. Effectivement, un couple où il y a plus de sexualité, c'est que en amont, enfin, je pense derrière, il y a quelque chose qui dérape, ouais, qui ne fonctionne plus. Mais dans toutes les préparations au mariage qu'on a eues, mais c'est central. C'est central. Vous en- Et les- c'est on en très- parle. C'est très précis dans les détails. Enfin, à oui. oser se parler, ça j'aime pas, ça me met mal à l'aise, ça j'ai besoin de plus de ça, etc. Enfin, D'accord. vraiment mettre des mots dessus et ça. Ouais, parce que le non-dit, gnangnan, on n'y touche pas, machin, je pense que ça, c'est un petit peu dépassé aussi. Enfin, tout le monde a besoin de l'entendre. Voilà. Mais c'est quand même difficile, même dans les consultations, de parler de ces questions d'emblée. Hein. Souvent, ça n'apparaît pas d'emblée. Il y a souvent des non-dits Non, ce qui apparaît d'emblée, c'est la difficulté à communiquer. à communiquer. Voilà. À communiquer, à s'entendre. On entend souvent la première plainte, c'est on ne se comprend pas. On ne se comprend pas, et après on entend bien sûr on ne se parle pas assez. Et puis après, ben oui, la question de l'intimité est posée. Qu'est-ce que vous faites ensemble? Quels sont les moments? Et puis, bien sûr, il y a toujours des non-dits, hein, des désamours, des non-amours, des pertes d'amour, des trahisons, des infidélités. Vous savez que c'est une... ici, en tout cas, Oui. nous entendons ça beaucoup. Hein, c'est une des causes de la fragilité, de la douleur des hommes et des femmes. Ouais. Sur la question de l'infidélité, justement, y a-t-il possibilité d'en sortir? Parce que je reconnais dans ma propre pratique des histoires de, peut-être pas de couple, mais, parce que je ne fais pas de thérapie de couple, mais je reçois des personnes en individu et surtout les femmes qui me relatent l'infidélité de leur conjoint. Et je suis parfois un peu démuni parce que qu'est-ce qu'on peut faire d'un point de vue spirituel face à dire voilà, c'est un péché, qu'est-ce qu'il faut faire dans ces cas? J'en sais rien. Vous savez pas. Là, vraiment. C'est... Disons, quand on s'engage entièrement. Après, oui, bah voilà, la vie, elle est comme ça. Enfin, la tentation, elle existe. Je vous sens aussi démuni que moi face à cette question d'infidélité dans le couple. La tentation, elle existe. On peut pas le nier pour tout le monde, pour les hommes, pour les femmes. Après. Effectivement, quand on est heureux en couple, eh ben on n'a pas très envie d'aller voir ailleurs. Effectivement, si on est malheureux, en détresse, donc vous pensez on peut que craquer. s'il y a infidélité, c'est que quelque part déjà le couple est en souffrance? Je ne suis pas tout à fait d'accord avec Je ça. vous pose une question, justement. Non, parce que les infidélités, voilà, la pulsion, elle est libre.
Elle s'exprime librement, enfin, c'est le point de vue du psychologue. Et même si le couple est heureux, il y a des infidélités qui peuvent surgir parce qu'on n'a pas réfréné sa pulsion. Oui. Il me semble que c'est bien écrit que la chair peut être faible. Donc, ce n'est pas forcément, à mon avis, un signe que le couple ne va pas bien. Ça peut être un écart. Un écart, un coup de folie, un coup de passion, un soir de carnaval. Mais quand ça se réitère dans le couple, par exemple. C'est quand ça se réitère souvent Parce que je pense à une de mes c'est patientes, problématique. qui C'est quand ça se témoigne. réitère qu'il faut s'interroger qu'est-ce qui se passe. Voilà. Maintenant, il n'y a pas de solution à cela. Quand je reçois des patients ou des patientes, encore une fois, ça n'appartient pas plus à l'homme qu'à la femme. Chez l'homme, c'est plus visible, chez la femme, c'est plus secret, mais ça existe chez les deux. Où ils sont confrontés à l'infidélité, tout ce qu'on peut dire, c'est que c'est une souffrance énorme pour l'autre. Parce que c'est une souffrance narcissique, c'est une chute de l'idéal, c'est... Voilà. Et même si on est soi-même infidèle, on a du mal à tolérer l'infidélité de l'autre. Donc, c'est compliqué, c'est très compliqué. Je vous invite à recevoir notre premier téléspectateur, téléspectatrice au 71 27 07. Bonsoir. Oui, c'est à vous. Donc, Oui. On vous écoute. Oui, bonsoir. Bon, cette personne, visiblement, Marvin, ne doit pas n'est pas en phase avec nous. Alors, on va peut-être encore essayer. Hein. Oui, bonsoir. Bon, allez, on continue donc. Oui. Alors déjà votre prénom. Votre prénom. Parce que c'est une discussion. Marie. Bonsoir Marie. Oui. Oui. Allez, on vous écoute. Je ne vous entends pas. Ah ben, prenez votre téléphone, Marie. Ne nous regardez pas justement à la télé parce que ça fait décalage. Prenez votre Pourtant, téléphone. je suis bien branché. Hein? Vous êtes bien branché sur le téléphone? Non, c'est mon portable. Oui, on fait sur le téléphone. Donc, et vous m'entendez pas? Je vous entends très loin. Ah, ça, ça ne m'en peut pas faille. Hein, Il y ça, a un problème sur le plateau. Ça me fait, je laisse tomber. non, Marie, on vous entend très bien. Alors, donnez votre point de vue. Oui. Je dis quoi? J'ai dit, donnez votre point de vue parce que nous, on vous entend bien. Non, mon point de vue, c'est que l'émission est très très bien. Il y a tellement de femmes en détresse, aussi bien que les hommes. Donc, je voulais partager un petit peu mon matériel à côté parce que je ne t'entends bien. Bien, et rappelez-nous. Je salue Madame Patel Marie-Ville. C'est un courageuse, Oui. déterminée. Elle sait ce qu'elle veut. Et je la remercie de l'avoir sur le plateau. Très bien, merci Marie. Un grand M, s'il vous plaît. D'accord. Marie, essayez à nouveau de nous rappeler le temps que Marvin fasse des prouesses, c'est ce qu'on demande. Le courant passe très mal, alors je suis à côté que Dieu vous bénisse. Merci. Bonsoir Marinette. Salut, salut. En tout cas, elle a l'air bien joyeuse, à Marie. C'est hein. Marinette, c'est Marinette. Allez, on se laisse parce qu'il faut peut-être tenter de voir si la ligne fonctionne avec d'autres personnes. Marvin, c'est à toi de nous dire au 71 27 07. Oui, bonsoir. Oui, bonsoir. Non, il n'y a personne. Ben, on est bien parti pour ce soir, mais en tout cas, on a des choses à se dire, donc on va poursuivre notre discussion. Alors, nous avons vu que le couple peut souffrir de communication. Et là, par contre, c'est pas automatique de pouvoir communiquer. Il y a des gens qui sont renfermés, qui naturellement, nous les psychologues, on les appelle parfois des introvertis, et puis il y en a d'autres qui sont naturellement ont la possibilité de s'exprimer. Comment peut-on conjuguer tout ça, des personnes qui ne communiquent pas? Je pense qu'il faut s'octroyer des temps particuliers pour échanger.
Moi, de nature, au début, j'étais plus... je communiquais moins que Franck. Et c'est vrai que quand on a eu les premiers enfants, qu'on était pas mal affairés par les tâches... moi, par les tâches familiales, eh bien, on prenait l'habitude, tous les soirs, de se faire une tisane, une fois que les enfants étaient couchés, de prendre un temps... pas devant un écran, mais juste à deux, à échanger sur notre journée, sur notre quotidien. Et sans parler forcément de choses... extraordinaire ou grave ou quoi que ce soit, mais juste de s'exprimer, et puis petit à petit, en fait, c'est comme un entraînement, quoi. Et plus ça va, plus en tout cas, on se laisse des créneaux, des moments où on peut se livrer et se dire les choses. Alors, soit des choses complètement bénignes, soit des choses un peu plus importantes. Voilà, donc en fait, il faut trouver des temps de régulation, quoi. Il faut vraiment, de temps en temps, se donner les moyens de communiquer, échanger, mais c'est pas spontané, malheureusement. Non, ça dépend de la nature de chacun. Il y a des gens qui sont silencieux de départ. Ah, le silence. Le silence, c'est encore une grande difficulté du couple. Le silence peut être une violence, hein. Peut être une violence dans un couple. Certains qui, plutôt que d'échanger, de communiquer, de se réfugier dans le silence. Et encore une fois, là, on tombe sur des perceptions différentes selon qu'on soit un homme ou une femme. Les femmes sont très souvent le plus que les hommes dans l'expression de ces émotions. Et les hommes sont très pragmatiques, en tout cas ceux que je reçois, ils veulent des solutions. Donc ça encore, ça donne des malentendus. Il faut que chacun arrive à se mettre à la place de l'autre, que la femme entende que l'homme cherche des solutions et que l'homme puisse entendre cette émotivité, cette sensibilité féminine. Et j'entends aussi souvent quelque chose qui nous fait sourire, des hommes qui disent « mais les femmes sont sans arrêt en train de ressasser le passé, elles ressassent les détails ». Oui, on nous dit souvent que les femmes, nous avons des cerveaux à tiroir avec toutes sortes de souvenirs. Les hommes sont plus portés vers le présent, l'avenir. Mais tout ça, il faut que chacun puisse arriver à se mettre à la place de l'autre et entendre la différence. Parce que le couple, c'est effectivement l'acceptation de cette altérité. C'est avant tout la rencontre, ce sont deux altérités. Donc, non, c'est très compliqué, le couple. C'est certainement un lieu d'épanouissement. C'est bien pour ça qu'on en parle ce soir. C'est certainement un lieu d'épanouissement. Dans la meilleure des cas, on est ravis de rencontrer des couples comme ça. Mais c'est aussi un lieu c'est une guerre de tranchées, hein, parfois. En tout cas, ce que nous avons à entendre, c'est souvent une guerre de tranchées, mais avec tellement de douleur derrière et tellement d'attentes déçues, d'illusions perdues. C'est terrible, parfois. Alors, ce qui me fascine, c'est qu'il y a quand même souvent une volonté de rester en couple malgré les souffrances, hein, comme si quelque part les personnes n'imaginent pas la séparation. Est-ce que vous pensez qu'une séparation, quand ça ne va pas, peut être salutaire? Je sais bien que ça heurte peut-être vos valeurs chrétiennes, mais bon. Non, bien sûr, si le couple, s'il y a une des personnes qui emmène l'autre vers... Quand il y a une mise en danger. C'est-à-dire une mise en danger eh bien, je pense à l'addiction, par exemple, ou une violence, la violence excessive, une violence prégnante. À un moment, d'ailleurs, je pense en particulier à l'épouse. L'épouse, la personne féminine dans le couple, doit se protéger. Et parfois, se protéger, c'est partir. Et parfois, c'est dans l'urgence et c'est extrêmement douloureux. Mais pour sauver elle ou pour sauver ses enfants, il y a... effectivement, dans l'Église, vous avez tendance dans l'Église à sacraliser le couple. Oui, c'est un sacrement, le mariage. Mais bien sûr. Et on a du mal à imaginer le divorce dans le concept même, dans l'idéologie, dans les valeurs du catholicisme. Oui, mais l'Église est quand même pragmatique et à un moment, il y a un principe de réalité. Quelqu'un qui, dans un couple, une des deux personnes qui met en danger l'autre, mais la personne doit se protéger et partir, et peut-être même partir avec ses enfants. C'est essentiel.
oui, dans ces cas-là, c'est tout à fait... Il faut que ça soit uniquement parce qu'il y a mise en danger. On peut pas... est-ce qu'on peut pas valider l'idée que un ou une personne ou que ce soit l'homme ou la femme décide ben ça va pas, je suis pas bien, je m'en vais. Ben, à ce moment-là, en fait, le mariage, c'est pas l'exclusivité des couples. Chacun voit le couple comme il veut. Si on veut vivre comme ça, ben très bien, on est libre. Mais je pense que si on se marie et à l'église, on s'engage quand même. Alors pour le meilleur et pour le pire, pour la vie, et avec toujours en fait pas en se disant de toute façon ce sera toujours horrible jusqu'à la fin de mes jours, ce sera l'enfer, mais comme j'ai promis, voilà. Mais avec une espérance de pouvoir améliorer. C'est ça, il y a la notion d'espérance qui est importante. Et je connais des couples où ça a été compliqué à un moment, très même douloureux. Et en fait, les efforts de chacun ont permis de faire d'améliorer vraiment, et d'avoir des personnes en couple après des années noires, avoir des années heureuses. Vous parlez d'efforts, mais est-ce que lorsque la situation devient douloureuse, est-ce qu'on trouve des forces pour pouvoir se maintenir en couple? Est-ce qu'on n'est pas souvent confronté à la déprime, voire la dépression, avec un sentiment de lassitude, parce que justement on est en souffrance? Est-ce que l'effort est possible dans la souffrance? Enfin, je vous renvoie à la question, parce qu'en fait... L'effort est possible. L'humain a cette particularité, il s'habitue souvent à la souffrance. Regardez les femmes battues, il faut parfois énormément de temps avant qu'elles sortent d'une situation difficile. Très souvent, les couples peuvent rester ensemble en se disant on reste pour les enfants, ou bien on reste parce qu'on a construit, ou bien on reste parce qu'on est habitué, ou on reste aussi parce qu'on a peur d'être seul. Il y a tellement de raisons qui font qu'on reste et beaucoup de raisons qui font qu'on a envie de partir. Chacun décide. C'est pas un enfer de rester malgré soi? C'est pas vivre une sorte d'enfer, voire d'enfermement, même si je veux faire un jeu de mots. Oui, il y a certainement quelque chose de cela, de l'enfer, mais en même temps, il y a des stratégies de compensation. C'est-à-dire que si on reste, alors qu'on est si malheureux, quels sont les bénéfices secondaires qu'on a à rester? Il y a plein de subtilités autour de la chimie. Vous avez parlé qu'en général, les gens restent pour les enfants. Les gens restent pour les enfants, mais je ne sais pas si c'est la meilleure idée. De rester pour les enfants. En tout cas, ce que les enfants disent et ce que nous entendons les enfants dire des années après quand ils sont ados, mais on ne vous a jamais demandé de faire ça pour nous. Et je crois que les enfants préfèrent des parents épanouis, quels qu'ils soient, quelle que soit la configuration, que des parents malheureux ensemble et qu'ils sont obligés souvent de surveiller, de protéger. Ils pleurent, les enfants, devant le drame de leurs parents. Donc, non, c'est très compliqué. C'est pour ça que je parle de création permanente, quotidienne. C'est une co-création, le couple. Avec quand même des atouts qu'il faut avoir. Pour créer, il faut quand même avoir un certain nombre d'atouts. On ne peut pas se décréter créateur comme le proposerait Marilyn. C'est pas donné à chacun de pouvoir être dans l'innovation dans le couple. C'est-à-dire que Fred... Ça ronronne des fois, les couples. Fred, autrefois, les couples restaient, encore une fois, par devoir. Oui. La génération de nos parents, de nos grands-parents, restait par devoir. On se mariait pour la vie. Les jeunes couples que je reçois, c'est plus ça. Le monde a basculé. Oui, le monde a beaucoup changé et les jeunes couples ne veulent plus rester par devoir. Ils veulent rester par amour, par épanouissement, parce qu'ils exercent leur liberté, liberté de rester ou de partir. Ça a énormément changé. L'éthique du couple, l'écologie du couple aujourd'hui. Qu'est-ce qui a fait que ça a évolué comme ça? Les exigences sociétales, qu'est-ce qui fait? Parce qu'on a souvent comme modèle de couple celui de ses parents. Comment ça se fait si je vous en écoute et que j'entends ce que vous êtes en train de dire, il y a eu une rupture entre l'image que nos parents renvoyaient de couple et
celle qui existe en ce moment. Mais il y a eu la libération de la femme, tout simplement. C'est à cause des femmes que ça ne fonctionne pas? C'est pas à cause des femmes que ça ne fonctionne pas. Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Ah ouais, c'est J'ai dit sévère, que la libération de la femme est passée par là et que les femmes ne sont plus dans les mêmes. Elles étaient, nos mères et nos grand-mères étaient des femmes plutôt soumises, parce que voilà, tout se lisait. C'est comme si l'homme, par sa masculinité, détenait les clés du monde, les clés du royaume, et que c'est lui qui avait la carte du monde. C'est terminé. Donc les choses ont changé énormément à cause de cette assomption de la femme, et les femmes aujourd'hui ne veulent plus être seulement les potomitans, comme on appelait chez nous. Sauf que dans la Bible, il est dit quand même que les femmes doivent être soumises à leur mari. Oui, c'est un petit raccourci parce que Oui, alors, c'est provocateur. ça. Oui, mais il y a aussi l'aspect inverse. Aimez Marie, aimez vos femmes, femmes, aimez vos... Non, il y a une vraie altérité. Oui. Il y a une vraie altérité parce que là, vous prenez un petit morceau. C'est Et vous... provocateur. Oui, c'est provocateur. Mais on l'accepte. Hein, on l'accepte. Moi, je pense que cette évolution du couple, bon, j'y suis là, mais je pense que les médias ont une grande part de responsabilité, parce que les gros titres de l'amour dure 7 ans, je trouve que quand on est dans un magasin de journaux là, et qu'on regarde tous ces magazines de psychologie, de bien-être, de machin, franchement, on n'est pas très encouragé à être persévérant et à aller vers l'espérance. On est plutôt... c'est très nombriliste, c'est narcissique, enfin Oui, pas c'est narcissique, ça. mais on regarde son petit bien-être, tout ça, et je pense qu'il y a une certaine forme d'égoïsme quand même, qui est véhiculée par les médias. Et les psychologues aussi. Et vraiment. peut-être, je sais pas. Mais vous pouvez, vous pouvez y aller. Hein. Ouais, vous balancez sur l'église, je balance sur l'église. C'est gratuit, on est quitte, c'est nickel. On s'accepte, absolument. Non, mais sans aucun arrière-pensée. Oui. Je pense que les médias poussent pas mal dans cette direction, et vers peut-être une certaine forme d'égoïsme qui ne porte pas à la persévérance et à l'espérance. Voilà. Vous en pensez quoi de ce que Franck vient de dire? Mais Les médias et tout à peut-être l'heure, aussi non, les tout psys. à l'heure, j'ai dit quelque chose, je ne sais pas. J'ai dit qu'on est passé dans l'éthique de la liberté aujourd'hui. Et c'est vrai qu'il y a une injonction du soi à être heureux. C'est d'abord le moi est mis en avant. Tout à fait. Je suis d'accord avec vous. Et quand j'ai dit tout à l'heure comment faire, il faut de l'individualité et du couple. Comment faire 2 avec 1 plus 1, c'est tout ça. Alors les médias, bien sûr, il y a tout ce qu'on peut dire, les médias, le rôle du développement personnel, le coaching, les psychologues, certainement. Oui, vous n'avez pas tort de dire qu'on est dans une ère plutôt d'un individualisme. C'est d'abord le moi qui est mis en avant. Moi, je. Et le couple, autrefois, le moi se dissolvait dans le couple. Les couples aujourd'hui ne veulent plus que le moi se dissolve dans le couple. Donc c'est ça, c'est réussir, si vous voulez, ce basculement qui est compliqué. Oui, mais l'épreuve de l'amour passe par une sortie de la fusion. Être fusionnel, ça peut être toxique dans l'évolution de J'ai l'amour. bien dit qu'on sait qu'on aime quand on est sorti de la passion, hein, quand Oui. on sait qu'on peut supporter les défauts de l'autre et se dire à cet autre-là, j'ai encore quelque chose à lui dire. À ce sujet-là, j'ai encore un discours à tenir. Donc oui, l'épreuve de l'amour, mais en plus, c'est que nous cherchons tous l'amour, quels que soient nos âges, quelles que soient nos situations de couple. C'est ce que nous cherchons tous. C'est ce qu'on dit de 7 à 77 ans, c'est ça? C'est ça, ça Même fonctionne. après. Et même après. Et même L'amour après. est vraiment le ciment de couple. On se met en couple par amour ou par commodité économique, sociale, morale, religieuse? Ah non, je pense qu'on se met en couple au début quand même par amour, sinon c'est un peu triste. Et aussi, c'est parfois, que on reste par commodité. Alors après, peut-être qu'on peut parfois rester par commodité. Parfois, on reste par commodité. Après, ce que je voulais dire là sur, moi je pense que l'apologie du
moi, a fait perdre la notion de complémentarité dans le couple. Et si on reconnaît plus non plus ce que l'autre peut m'apporter, mais qu'on se dit, en fait, je peux m'en sortir toute seule et j'ai pas besoin de l'autre, en fait, de pas lui laisser une place et de rester que deux individus, on a du mal à... Enfin, pour moi, construire le couple, c'est aussi reconnaître la complémentarité de l'autre et lui laisser une vraie place en disant en fait cette place-là c'est la tienne et j'en ai besoin et on en a besoin pour avancer. Ce que je voulais vous dire, Amélie, par là, c'est pas d'emblée, parce que avec les représentations, je sais que c'est pas toujours bien entendu, mais les représentations sociales de genre, la place de la femme n'est pas d'emblée reconnue dans le couple. Il y a une domination masculine qui est prégnante et qui fait que... Qui, dans les jeunes couples, est de moins en moins forte. Les femmes revendiquent fortement leur place, leur rôle, et puis de nouveaux rôles aussi. Et les hommes acceptent de mieux en mieux peut-être les tâches qui étaient autrefois dévolues classiquement au féminin. Oui, je parle des jeunes couples parce que vraiment je trouve qu'il y a un hiatus entre une génération et une autre. Il y a quelque chose il y a un basculement avec cette jeune génération. Mais maintenant, bien sûr, il y a encore même mais en dans même les temps, jeunes ça générations... tient pas beaucoup plus longtemps que... Avant, c'était l'ennui, mais ça durait. Mais maintenant, c'est l'épanouissement, mais ça ne dure pas 2 ans. Ça tient moins longtemps. Enfin, je ne sais pas si ça ne dure pas 2 ans, mais c'est certain que ça tient moins longtemps parce que, très vite, les jeunes disent on n'aime plus. Mais regardez, sans même faire couple, regardez comment cette jeunesse se choisit à l'adolescence et une relation amoureuse. C'est assez vite, on change assez vite, très très vite même. C'est pas préoccupant, ça, que l'amour se dissolve dans une quête d'égoïsme, dans une quête narcissique. Ça vous préoccupe pas, vous, en tant que chrétien, tout simplement? Puisque, je crois que c'est intéressant de donner votre regard là-dessus. Oui, mais il y a plein de couples aussi pour qui ça va bien. Oui, mais sur ma question, l'amour qui s'altère parce que les valeurs du moi d'abord semblent de plus en plus prendre le dessus. Qu'est-ce que vous auriez à dire de ça? Est-ce qu'on n'est pas dans une ère un petit peu avec l'apologie du narcissisme? Oui, avec, c'est ça. Les réseaux sociaux, les selfies, je mets ma vie sur Instagram, le meilleur, comme ils disent les jeunes, ma best life. Mais est-ce qu'il y a moyen de freiner ça? Est-ce que vous pensez que l'espérance dont vous parliez, Franck, suffit? Est-ce qu'il faut prêcher cette espérance pour dire aux gens, non, espérez, ça va aller, alors que d'un côté, ils vous disent, non, je m'ennuie en couple, je veux ma liberté, je veux avoir mon chez-moi et ma vie. Quel discours faut porter, notamment à cette jeunesse, puisque vous parlez des jeunes en particulier? Je saurais pas dire, mais je trouve que c'est très beau quand on va quelque part, quand on est invité, quand on voit un vieux couple de personnes âgées qui ont, 80 et 85 ans, et qui s'aiment, et on se dit, ils se sont aimés toute leur vie. Ouais. Alors peut-être ça n'a pas été toujours rose, mais ils sont âgés, ils sont ridés, et ils sont bien ensemble. Et moi, je pense que ça donne envie. Ça peut donner envie. Moi, j'aimerais être vieux comme ça. Ouais. Et ça devrait être montré plus souvent? Oui, certainement. Ça devrait être montré plus souvent. C'est beau un grand-père et une grand-mère qui se regardent avec un regard complice et amoureux. Je trouve ça magnifique, moi. Je pense que c'est ces exemples-là qui peuvent inspirer les jeunes, quoi. Ouais. Oui, puis je pense qu'il y a aussi une histoire de formation. Il faut aussi expliquer les différences entre le plaisir et le désir, les différentes sortes d'amour, aimer juste pour soi, pour son plaisir personnel, ou aimer l'autre, avoir un amour qui... Il existe différents stades, et effectivement, au début, on est plus dans
chacun cherche son plaisir, et puis finalement après, petit à petit, on apprend à chercher le plaisir de l'autre. Alors vous parlez de formation, mais Amélie, comment faire ces formations quand on est dans le quotidien et que on n'a pas accès à ces communautés où on peut réfléchir sur la question du couple? Qu'on fait comment? En fait, maintenant, quand même, on est quand même tous branchés sur nos téléphones. Oui. Sur YouTube, on a quand même pas mal de podcasts, de choses qui existent. Donc, Mais on trouve de tout et n'importe quoi. Oui. C'est ça le Oui. problème, c'est ça le danger. Ouais. C'est ça le danger, c'est que sur YouTube, on peut trouver aussi le discours qui consiste à dire non, 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 restez pas en couple, c'est pas le meilleur. Faites-vous plaisir. Oui. C'est un petit plaisir, c'est vite fait. Mais, les sites de rencontres plus ou moins foireux. Je trompe ma femme.com ou je trompe mon mari je sais pas quoi org. Ouais, c'est malheureux, hein. C'est malheureux, mais ça c'est le monde. Mais même autant de nos, des histoires de, on appelait ça cocu à l'époque. Il y en avait eu déjà. Hein. C'est pas nouveau. Ouais. C'est pas nouveau. Aujourd'hui, la rencontre se fait différemment. Ouais. Beaucoup de jeunes se rencontrent sur des sites, à travers des réseaux sociaux, avec des choses on consomme rapidement. Hein, c'est la rencontre un peu sur fast-food. On regarde, on fait ce qu'ils appellent un date, voilà, et on regarde si ça match. Alors que la rencontre autrefois se construisait. Bon, on fréquentait les mêmes lieux. Il y avait des graduations, il y avait des progressions. On prenait le temps. Le rapport au temps est différent. De nos jours, le temps passe vite, très vite, trop vite. Les jeunes sont en permanence dans cette vitesse. Et le couple ne serait-il pas à l'épreuve de ce temps, Marie-Line? Le couple est aussi pris à l'épreuve de cette vitesse, bien sûr. Et ce qui est important, et ce que j'essaie d'obtenir de vous, c'est quels sont les moyens de faire prendre conscience aux couples, aux personnes qui nous regardent et qui sont peut-être dans des grandes difficultés, comment faire pour sortir de ces épreuves du temps? Quels sont les outils? Qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour qu'un couple tienne? Parce que ça ne tient pas autant que vous pensez. Hein. En tout cas, dans ma pratique, je n'ai pas ce sentiment. Non, mais dans notre pratique, Fred, nous rencontrons les couples quand ils arrivent déjà à un certain moment de souffrance. Donc, ils sont déjà interpellés en eux-mêmes quand ils arrivent. Donc forcément, nos statistiques, notre regard n'est pas le même. C'est vrai, mais y a-t-il moyen de donner la possibilité aux gens de prendre conscience qu'au-delà des épreuves du temps, du consumérisme, du tout de suite, il y a une possibilité de faire autrement et d'enrichir sa vie à deux. Et ce discours-là, comment est-il accessible aux gens? Il faut que les gens acceptent de se regarder eux-mêmes, quel que soit leur niveau, leur classe sociale, leur niveau de réflexion. Des temps où on se dit, bon, qu'est-ce qu'on fait encore ensemble? Qu'est-ce qui fait qu'on est encore ensemble? Est-ce qu'on a encore envie d'être ensemble? Parce qu'ils arrivent souvent, ils sont pris dans cette course-vitesse de la vie, dans cette urgence de vivre. Et puis au bout d'un moment, il y a un problème qui se pose, il est déjà trop tard, il y a plein de choses derrière qui sont déjà mises en place. Je rencontre aussi des couples qui vont bien, hein, faut pas croire. Qui ont décidé de venir réfléchir sur tel ou tel thème, tel sujet. Et j'en ai eu un aujourd'hui qui est un couple heureux, que je trouve un couple heureux, qui sait s'interroger, qui sait se remettre en question. Il y avait beaucoup d'amour, où chacun prend le soin de l'autre. Et c'est ça un couple, prendre soin de l'autre. Oui, très important. Avoir de l'attention pour l'autre et prendre soin de l'autre. Sinon, c'est pas un couple. C'est peut-être le plus important. Hein. C'est prendre soin de l'autre. Hein. Oui. Nous sommes d'accord. Alors, à l'épreuve de la pandémie, où on avait toute la chance d'être finalement ensemble, puisqu'on ne pouvait pas faire autre chose, mais ça a été l'effet contraire. Comment cela peut-il s'expliquer? Parce que si les nombreux confinements ont fait du mal au couple, comment cela peut-il se comprendre, puisque c'était le moment rêvé où on était ensemble, où on pourrait prendre soin l'un de l'autre. Il y en a qui l'ont fait, il y en a plein qui l'ont fait, qui se sont redécouverts. On a eu des discours quand même assez enchantés après ce temps. Et puis il y en a plein aussi qui ont dit que
Écoutez, travailler tous les jours, se quitter tous les jours, ça fait du bien, ça permet de ne pas être collé. Et le temps de la pandémie, on était collés où on n'avait pas forcément un espace propre à chacun. Oui, il y en a qui ont étouffé, il y en a qui ont explosé. Sauf qu'il y a eu quand même beaucoup de violences conjugales pendant l'émergence le taux de violence conjugale a explosé pendant la pandémie. Ouais, mais le couple n'est pas fait pour vivre en vase clos. Eh oui. Le Eh couple oui. est fait pour, mais justement pour porter du fruit ailleurs aussi. Un couple qui fonctionne bien, il va aller vers les autres, il va s'ouvrir, il va rendre service ensemble justement. Enfin, et effectivement, être enfermé dans une maison ou un appartement, ça enlève une partie de la fécondité du couple. Et quand qu'est-ce même. que vous faisiez, vous, Franck et Amélie, pendant Alors, très honnêtement, ce confinement, parce que vous n'aviez on a pas... triché. Vous avez triché, Oui, vous. on est des tricheurs. Vous êtes sortis. On est Moi sortis. aussi, rassurez-vous. On est sortis. Et je pense que voilà. Parce que justement, pour la santé du couple, sinon, Oui, il il fallait. besoin Moi, de- c'est de- parti de de- cette de voir des voisins. résistance joyeuse. La résistance joyeuse. Il m'a dit un Oui. concept tout à l'heure que je trouve absolument beau. La résistance joyeuse D'accord. dans leur couple. Donc en fait, vous concevez quand même que c'était quand même difficile pour les couples de rester enfermés Bien sûr. et que c'était pas facile de développer la connaissance de l'autre Alors dans un tel contexte. pour ceux qui sont dans la passion des premières rencontres et tout, c'est le top. Bien sûr. Les matelas sont épuisés, mais les couples sont heureux. Mais le couple, ce n'est pas que ça. Après, bien sûr. le couple, il est fait pour s'ouvrir, pour donner, pour s'offrir aussi. Enfin, et là, oui, cette partie-là a été amputée quand même pendant le confinement. Ouais, Et ouais. puis on avait une tension, une pression, une peur. Enfin voilà, Ouais, c'était pas juste le fait d'être enfermé dans un lieu comme si on était sur une île paradisiaque. Il y avait une angoisse de mort. Il y avait une angoisse. Ah oui. Il y avait une angoisse. Donc on n'était C'était pas. vraiment une grande souffrance, ce confinement. Je pense pas que ça nous a fait du bien. 71 27 07, bonsoir. Cette fois-là, j'espère que ça fonctionne. Oui, on vous écoute. Allô? Oui, bonsoir, votre prénom. Colette. Bonsoir Colette, et soyez la bienvenue. Merci. Alors, quel est votre avis? On s'épanouit un couple ou on s'ennuie? Écoutez, en couple, on ne peut que s'épanouir si on a compris ce que c'est qu'un couple. Oui. En tout cas, moi, je voulais surtout intervenir sur la question de savoir comment, en tout cas, sensibiliser ces jeunes, puisqu'on parle plutôt des jeunes, hein, comment sensibiliser ces jeunes à rester en couple. Donc, je pensais pouvoir intervenir directement. Je ne sais pas comment ça se passe d'ailleurs. Mais vous êtes à l'antenne et on se fait un plaisir de vous écouter. Alors, en fait, moi je me dis que les jeunes d'aujourd'hui, particulièrement les jeunes, sont quand même happés par tous les réseaux sociaux et tout ce qu'il y a autour qui leur donne une idée de vie de rêve. Hein? Et ils ont forcément envie d'aller vers cette vie de rêve qui n'est pas forcément réalité. Hein? Et les jeunes couples, quand je les observe, je me rends compte qu'ils ont du mal à rester simples. Trouver le bonheur dans ce qu'ils ont. Oui. Hein, on leur donne cette envie d'aller voir plus loin. Vous avez des jeunes qui se disent oui, en vie de couple, je ne peux pas faire ce que je veux, je ne peux pas voyager comme je veux, il y a les enfants, il y a tout ça. Mais j'oublie aussi qu'ils ont quelque chose de formidable à nous. Vous voyez? Donc moi je pense qu'il faut que les jeunes apprennent à ne pas forcément aller voir ailleurs. Et d'ailleurs, je me demande si les statistiques ne vont pas nous démontrer que tous ces jeunes qui cassent leur vie de couple pour aller voir ailleurs, je ne suis pas si sûre que dans des années après, que ces jeunes-là retrouvent le bonheur qu'ils cherchaient. Donc voilà, c'est ce que je voulais dire. C'était pour répondre un peu à la question, comment peut-être faire en sorte que ces jeunes demeurent en couple. Souvent, ils partent parce qu'à mon avis, ils n'arrivent
n'arrivent pas à évaluer correctement tout ce qu'ils ont dans une vie de couple. Et est-ce qu'il faut... La vie de famille, voilà quoi, c'est pas en allant ailleurs forcément que l'herbe elle est verte. Et je terminerai en disant que je suis sûre que les statistiques nous vont nous démontrer que tous ces couples qui se défendent pour aller voir ailleurs ne trouvent pas forcément le bonheur qu'ils espèrent. Colette, vous n'avez pas échappé comme ça parce que j'ai une question à vous poser, puisque c'est très intéressant ce que vous préconisez, mais est-ce que vous pouvez aller un peu plus loin sur le comment pourrions-nous enseigner, transmettre aux jeunes l'importance d'être en couple, enfin, l'importance, leur donner, transmettre la question du couple comme une valeur sociétale d'ailleurs. Vous savez, ce couple chrétien qui participe à votre émission partage une même valeur que moi parce que je suis chrétienne et je crois en Dieu. La Bible nous donne des leçons de vie, mais il n'y a pas que la Bible, il y a des leçons de vie dans d'autres domaines. Voilà quoi. Donc, je pense qu'il faut que ces jeunes s'ouvrent à ces leçons de vie qui sont peut-être au niveau de la religion, mais ailleurs aussi, pour qu'ils comprennent vraiment qu'une vie de couple c'est un engagement, une vie de couple c'est le bonheur des enfants aussi, et puis une vie de couple, comme disait une des personnes sur votre plateau, c'est aussi apprendre à être individuel, mais c'est aussi apprendre à faire couple. Moi, j'ai gardé cette image que j'ai toujours trouvée formidable au couple. Un couple, c'est deux ensembles, deux sexes qui se rencontrent en quelque part. Et le point d'intersection, c'est le noyau du couple, c'est tout ce qu'ils vont faire ensemble. Et puis, en dehors de ce point d'intersection, c'est tout ce que chacun fera. Mais à un moment donné, oui, il faut que ce couple fasse nourrir, fasse évoluer ce noyau, ce point d'intersection. Dans ce point d'intersection, on va retrouver les enfants, on va retrouver la vie sexuelle, on va retrouver les activités que l'on va faire ensemble. Et moi, je pars du fait que quand deux personnes s'aiment, sauf cas extrême, addiction, violence et tout, quand deux personnes se sont vraiment aimées au départ, si elles travaillent cet amour, qui va forcément avoir des hauts et des bas, il n'y a pas de raison que le couple ne demeure pas. Très bien. Si vraiment il y a amour au départ, sauf cas extrême, je le répète, il n'y a pas de raison que le couple ne demeure pas. Donc j'aurais aimé que les jeunes d'aujourd'hui se donnent le temps, se donnent vraiment le temps et ne se laissent pas happer par tout ce qu'il y a autour, faisant croire qu'il y a forcément le monde de rêve ailleurs. Merci Colette pour votre intervention qui va certainement réanimer le débat sur le plateau. Merci infiniment. Vous revenez quand vous voulez, d'ailleurs. Merci. Allez, à bientôt. Prenez soin de vous. Apprendre à faire couple, mais ça c'est un sacré boulot, ça. D'ailleurs, apprendre où? Comment on va faire apprendre ça? La question vous est posée à tous les trois, bien sûr. Désolé, même si vous êtes deux femmes, le masculin l'emporte encore sur le féminin au niveau de la grammaire. Grammatical. Plus maintenant. Mais le couple, quand l'enfant est petit, il se construit aussi en regardant le couple de ses parents. Oui. C'est important de le rappeler, ça. Il y a des transmissions parentales, il y a des transmissions éducatives. Donc, voilà, quelle est l'éducation que j'ai reçue, quelles sont les valeurs qui m'ont été transmises à ce niveau-là. Et qu'est-ce que j'ai envie moi-même après d'avoir comme valeur dans le couple. Quand deux personnes se rencontrent, il faut qu'elles décident ensemble quelles sont les valeurs qu'elles vont mettre en avant dans ce couple-là. Je vous arrête quelques minutes, quelques secondes, parce que c'est très important ce que vous venez de dire.
effectivement, l'enfant regarde le couple. Et si j'ai compris votre raisonnement, c'est une occasion pour l'enfant déjà d'avoir des informations sur comment un couple peut fonctionner. Absolument. Si c'est un couple qui est joyeux, si c'est un couple qui est dans l'entraide, ou bien si c'est un couple qui se déchire, ou bien... on entend souvent... Et ça d'ailleurs, existe autant, ça parce que, bien sûr, on entend souvent d'ailleurs des adultes en couple qui disent « Moi, mes parents ont divorcé, je ne voulais pas divorcer, je ne voulais pas reproduire. Je ne veux pas reproduire. » Et puis malheureusement, on reproduit souvent. Je ne veux pas reproduire ce qu'ont fait mes parents. Donc, on se construit souvent face à ce couple parental en osmose, en assimilation, ou bien parfois en opposition aussi. Et puis, quand on devient adulte, il y a des choses qu'on garde et des choses qu'on jette de ce qu'on a reçu des transmissions des parents. Donc, ça se construit au départ comme ça. D'accord. Donc on n'a pas... Si on a grandi dans un climat de violence, on peut se dire, je ne veux pas reproduire la violence. Mais il faut pouvoir l'élaborer pour pouvoir évacuer les émotions, pour ne pas reproduire justement. Donc, il ne faut pas oublier l'importance donnée à l'éducation et à la transmission. Votre avis, Franck et Amélie? Votre avis sur la question de la transmission? Déjà, la première chose que je retiens de l'intervention de Colette, c'est que effectivement, ces réseaux sociaux vendent du rêve. Et le rêve, c'est du rêve. Ça vous leur en voulez à ces réseaux sociaux. Ouais, c'est super malheureux, quoi. Oui. Je pense que c'est assez dramatique. Mon avis, en fait, je partage vraiment votre. L'exemple des parents, c'est un héritage culturel, c'est une éducation, mais non verbalisée, mais l'exemple est ultra important. C'est essentiel. Mais alors, les autres manières, mais... Après, il ne faut pas non plus être... En fait, on n'est pas conditionné quand même. Oui, voilà. On reste libre. Si on a un exemple parental qui n'a pas marché, l'enfant prend aussi d'autres modèles, donc les tantes, des parents d'un ami, etc. Il peut puiser ailleurs et avoir d'autres références. C'est sûr que ses parents, c'est ce qu'ils voient de façon directe, mais il ne faut pas se dire parce que mes parents, ça n'a pas marché, moi, je suis condamné à ce que ça ne marche pas. Mais c'est quand même important à ce moment du débat de rappeler quand même que, effectivement, comme Colette le disait, apprendre à faire couple, c'est déjà dans le couple parental. C'est-à-dire que l'enfant peut déjà se faire une idée de ce qu'un couple est, puisqu'il vit dans le couple. Et puis après, à l'adolescence, il y a l'importance des copains. Oui, mais eux, ils cassent tout à ce moment-là. Ouais. Alors, comment on fait justement parce que c'est vrai qu'on peut être un couple parfait, merveilleux, un peu comme vous, Franck et Amélie, et puis vos enfants entendent mais non, tes parents, là maintenant, ils sont trop vieux jeux, c'est pas comme ça. Comment on lutte contre, justement, le regard que les jeunes, les adolescents entre eux peuvent porter du couple? Là aussi, c'est pareil. Enfin, là, on rentre plus dans l'éducatif, mais on parle beaucoup à nos enfants. On les questionne. On en a 4 et des ados comme il faut, qui aiment bien les réseaux sociaux, etc. Alors vous faites comment justement? Parce que dans les réseaux sociaux, ils entendent autre chose. Oui, tout à fait. Alors, justement, on leur pose des questions. Parfois, ils trouvent ça un peu lourd, mais est-ce que on leur demande de nous montrer, de dire mais tu trouves pas ça, que quand même ça c'est n'importe quoi, ou est-ce que tu penses que cette personne est heureuse comme ça, et on les encourage à nous raconter ce qu'ils vivent, et comme ça on peut réajuster les choses. Et de la même manière, il y a une éducation à la pudeur aussi. On leur demande de pas se mettre en photo, en tout cas bien habillé, habillé quoi. Pas de maillot de bain, pas de choses comme ça, histoire de pas basculer dans tout ce fonctionnement des réseaux sociaux qui finalement vendent du rêve ou du mensonge en fait. D'accord. Ouais. C'est facile à mais c'est compliqué. Contrecarrer, ça. Quand on connaît le poids de l'identification chez les ados. C'est compliqué à contrecarrer. Ça a pris une telle ampleur, les réseaux sociaux.
Dès qu'ils sont tout petits, ils sont sur des téléphones. Donc c'est compliqué à contrecarrer. C'est vraiment une éducation qu'on prend dès le départ. Hein. Oui, mais est-ce que, en le faisant, est-ce que on garantit la longévité? Est-ce que on peut avoir la volonté des deux parents de construire des images parentales et de couple? Vous savez, après, on aura beau la société, on donne des images cohérentes. On peut donner des images cohérentes. On éduque ses enfants. Après, les enfants font leur choix. Oui. En fonction des rencontres, heureuses ou malheureuses qu'ils feront, ils feront leur choix. Et à un moment donné, il y a un très beau poème de Khalil Gibran qui dit « Vos enfants ne sont pas vos enfants. Ils sont l'appel de la vie à la vie elle-même. À un moment donné, ils vous échappent. Donc, tout ce qu'on peut espérer et leur souhaiter de mieux, c'est qu'on leur a donné suffisamment de valeurs et de bonnes transmissions pour qu'ils résistent à tout ce qu'ils vont recevoir de la vie, de moins cohérent, de plus fou, parce qu'il y a beaucoup de choses folles. Mais à un moment donné, bien sûr qu'ils seront tentés, comme tous les autres. L'éducation, ça démarre dès qu'ils sont petits. C'est pas seulement au moment des réseaux sociaux, c'est pas au moment du choc pubertaire que ça démarre. Ça démarre depuis qu'ils sont petits. Et quand... prenons un exemple. C'est quelque chose que je vois très souvent dans les familles. On mange, on dîne le soir et la télé est allumée. On est tous braqués sur la télé. Ou bien alors, les enfants mangent, ils ont leur téléphone. C'est quand même incroyable. On ne communique pas. Donc, ça démarre très tôt. La communication, montrer comment on communique avec un autre qui est différent, pour apprendre à l'accepter dans ses différences, dans ce qui nous crispe aussi chez l'autre. Ça démarre très tôt. Et ça, il faut faire prendre conscience aux parents. Sauf que c'est pas toujours fait. C'est pas toujours fait. Non, parce que cette parfois, information... parce que parfois on ne réalise pas que finalement on est comme ça. Ouais. Je me souviens d'un jour, des gens qui consultent pour un problème de communication. J'ouvre la salle d'attente, il y a une famille, papa, maman et les deux enfants, et chacun dans son portable. Mais ils viennent consulter pour une communication. Alors c'était sympathique. Je leur ai dit, on va d'abord fermer les portables et puis on va essayer de s'écouter. Mais quand on ferme les portables, pour un ado, c'est d'un ennui total. C'est leur doudou, c'est leur prolongement, c'est leur objet transitionnel, c'est tout. Ils ont du mal. Donc c'est vraiment une écologie de vie depuis petit. Hein. Ouais. Et les enfants d'aujourd'hui, vous savez bien, Fred, qu'ils répondent à leurs parents comme avant on ne répondait pas. Les enfants d'aujourd'hui sont percutants, ils voient les failles et ils n'hésitent pas à les pointer aux parents. Comment tu me dis de ne pas fumer et toi tu fumes? Voilà, donc il y a l'exemple. On revient toujours à la question du modèle, quoi. Modèle parental qui peut être un support pour plus tard, pour construire ou consolider, pour espérer un couple qui fonctionne. Et si on n'a pas été un individu communicant petit, comment communiquer dans le couple après, quand on grandit? Parfait. Allez, on poursuit avec une autre personne au 71 27 07. Bonsoir. Bonsoir. Oui, bonsoir, je patiente. Ah ben, c'est votre tour. D'accord. Votre prénom? Dominique. Dominique. Comme pour les autres, je vous souhaite la bienvenue et Amélie, Franck et Marilyn vous écoutent. D'accord, bonsoir. Oui, bonsoir. Bonsoir. Vous m'entendez bien? Oui, on vous entend parfaitement. Voilà. D'accord, donc je me présente. Je m'appelle Dominique et en fait, je regarde l'émission depuis à peu près le début. J'ai dû rater peut-être le premier quart d'heure, mais je voudrais soumettre à votre appréciation une question. On est dans une société qui a beaucoup d'injonctions, cette injonction à être en couple, cette injonction à avoir des enfants, cette injonction à tout être humain, tout le monde va rentrer dans des cadres. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi qu'il y a certaines personnes qui ne sont pas faites pour être en couple? Ah, votre question est magnifique, Dominique. Allez, on va répondre. Restez en ligne. Restez là. Votre réponse. Restez avec nous. On va passer. Elle est magnifique. Est-ce que certaines personnes sont faites pour être... Est-ce que le couple peut être une injonction sociétale? Oui, je suis d'accord avec Dominique. Il y a une injonction à être heureux, une injonction à avoir des enfants. Il y a des attentes sociales. Il y a une pression sociale. Mais
Maintenant, dire qu'il y a des gens qui ne sont pas faits pour un couple, certainement. Et je suis sûre qu'il y a des individualités qui diraient « Oh là là, non, moi, le couple, très peu pour moi. » Non, mais être fait pour ne pas être en couple. Ça veut dire comme si quelque part il y a C'est pas des... nous qui pouvons le définir, c'est conflits. l'individu qui peut définir, qui peut dire « Moi, je ne me sens pas fait pour être en couple. Il a le droit. C'est la liberté d'être de chacun. Et il y a beaucoup de gens, de plus en plus, il y a de nouveaux couples, il y a des gens qui préfèrent être ensemble, mais chacun chez soi. Ad vitam aeternam, célibataire, seul, c'est pas l'isolement. Là, je pense à... Je reviens avec mon église. Hein. Oui. Regardez une religieuse. Oui, c'est vrai. Quelqu'un qui rentre dans les ordres. Il y a beaucoup qui ont choisi. Bon, après, c'est peut-être une exception. Pardon, je Dominique. vais être assez... Voilà. Oui, en fait, oui. Alors, effectivement, il y a la question de la personne qui fait le choix, effectivement, de se soumettre, enfin, qui fait le choix de rentrer dans les ordres, et donc qui fait un vœu de célibat, de chasteté et tout ce qu'on connaît. Mais en dehors de ça, je veux, pour exemple, enfin, je suis obligée de me prendre pour exemple, parce que c'est un peu pour moi que je pose la question. Ah, mais c'est magnifique. Moi, j'ai cette notion du couple. Pour moi, dans le couple, il doit y avoir de la complicité, de l'amour. Et puis, il y a quelque chose qui est très, très important, à mon avis, c'est une capacité à passer à autre chose. C'est-à-dire qu'on peut avoir un malentendu, à le régler et à passer à autre chose. Et moi, ce que je sais de moi, c'est que je n'ai pas cette capacité à switcher et à passer à autre chose. C'est-à-dire que j'ai un cycle émotionnel qui va faire que d'abord je vais vous faire savoir que ça ne m'a pas plu et vous allez le payer peut-être une petite semaine avant que ça redevienne normal. Donc dans ces conditions-là, le couple il est bloqué forcément, on va arriver à des points de non-communication et de rupture. Donc vous êtes de ces personnes qui pensent qu'il vaut mieux être seul que mal accompagné, c'est ça? Oui, parce que mon tempérament et cette espèce d'inaptitude que j'ai à passer à autre chose qui fait que je vais quand même devoir vous faire un peu payer ce que je n'ai pas apprécié, va faire que le couple ne pourra pas tenir sur du long terme. Parce que du coup, dans un couple, vous êtes dans une situation où normalement vous communiquez en permanence. Donc vous ne pouvez pas effectivement rester longtemps sur un sujet qui a pu être un peu litigieux ou vous voyez ce que je veux dire? Oui, on comprend très bien, c'est clair, mais est-ce que vous ne mettez pas la barre un peu haut? Communiquer en permanence, est-ce que c'est possible? Moi, je pense, parce que je pense qu'il y a la longévité d'un couple repose sur une communication permanente. Alors, une communication permanente, ça ne veut dire pas qu'on n'est pas dans le bavardage 24 heures sur 24, mais ça veut dire qu'on est capable de se dire ce qui va pas, et sans justement garder de non-dit qui fait qu'on intériorise beaucoup d'émotions qu'on ne verbalise pas et qui font qu'à un moment, il y a une goutte d'eau qui fait déborder le vase, mais comme on n'a jamais dit que le vase était en train de se remplir, donc l'autre se prend un truc en plein espace qui n'a pas vu venir en fait. Et donc c'est pour ça que je dis qu'il y a des tempéraments qui font que la vie sera plus difficile que pour d'autres. On ne peut pas imaginer dans un couple qu'il y ait des moments de solitude et d'isolement dans le couple, c'est-à-dire qu'on soit en couple mais que pendant un moment on s'isole, on reste avec soi-même. Mais est-ce que l'autre va le comprendre ça? C'est ça. Vous avez raison. Alors, comment vous réagissez? Restez encore là avec nous, Dominique. Comment vous réagissez au... Bien sûr qu'il y a des moments, enfin voilà, si on n'est pas d'accord, si on se confronte, on ne va pas pouvoir communiquer tout de suite. Chacun a sa colère en lui et il a besoin de la gérer tout seul. Après, c'est vrai que c'est important de faire le pas. On avait entendu, nous, une parole qui nous avait aussi marqué, qui était de ne pas se coucher sur une colère. Et donc, de se dire, on peut rester toute la journée à... Vous avez touché, vous êtes exactement sur le... Voilà, c'est exactement ce point-là que je voulais. Comment est-ce qu'on peut, justement, conserver un couple avec un des conjoints qui a tendance, justement, à rester sur des colères et qui a du mal à passer à autre chose? Franck?
C'est la capacité à... C'est dur, hein, ce que je veux dire. C'est quelque chose que je suis pas super performant, là. La capacité à demander pardon. Confronté à ce problème, bien heureusement pour vous. Ouais, On va écouter Franck, Dominique. c'est la capacité à demander pardon. Ouais. C'est ça, c'est difficile, hein, mais nous, ça nous a sauvés 1000 fois. Je pense, à un moment, d'avoir l'humilité de dire, purée, là, j'ai été un peu fort, je suis vraiment, c'est pas cool, écoute, et là, tu prends vraiment sur toi, là, enfin, vous prenez vraiment sur... Ouais, écoute, vraiment, je te demande pardon pour ça, et en fait, c'est dur, enfin, c'est difficile à faire, mais après, c'est extrêmement libérateur. Nous, c'est quelque chose qu'on essaie de le faire vraiment assez régulièrement. Mais après, on se dit pas enfin, juste pardon avant de se dire je suis allé un peu loin, etc. On exprime ce qu'on a ressenti. Alors justement en n'utilisant pas ce qu'on appelle le tu qui tue, en disant tu aurais dû, tu as pas fait ça, etc. Mais plus en disant mais moi j'ai été blessé, j'ai ressenti ça m'a pas plu. C'est voilà, en verbalisant avec un je pour le personnaliser, pour dire comment j'ai ressenti la chose. Et forcément quand on exprime ses sentiments de façon très personnelle, ça aide l'autre à demander pardon et à dire bah oui effectivement là je suis allé un peu trop loin, j'aurais pas dû aller jusque là. Et puis finalement c'est le pardon, il est mutuel, parce que quand il y a une dispute c'est que c'est mutuel aussi, c'est qu'on s'est les deux se sont Ça résonne en vous cette méthode jeu? Ah si, absolument. Cette méthode Gordon Absolument. d'ailleurs. Et ne pas dire à l'autre tu aurais dû voir, tu devrais, mais s'approprier son émotion. Mais ce que dit Dominique est tout à fait juste. Hein. Ouais. Très bien, Dominique. Mais on n'a pas répondu à la question. Est-ce qu'il y a des gens qui ça reste quelque chose de... Et peut-être aussi, faudrait-il avoir la connaissance de soi et pouvoir essayer de se faire aider à maîtriser ces problèmes de colère qui dure ou des émotions négatives qu'on a du mal à surpasser, en fait, je pense. C'est ça aussi. Très bien, merci beaucoup Dominique. Merci de votre intervention qui était très pertinente, qui d'ailleurs donne envie à Franck de répondre, parce qu'il me dit « Ah ouais, mais on n'a pas répondu à la question de Dominique. Oui. » Alors c'était quoi la question? Non, il a répondu, j'ai bien compris qu'il y a une histoire de pardon, mais c'est vrai que le pardon, c'est quand même, pour l'humain, c'est pas évident. Il voulait malgré tout, Dominique, il voulait malgré tout porter des précisions. C'était vraiment une question qui de Dominique m'interpelle beaucoup. Est-ce qu'il y a des personnes qui sont foncièrement plus à l'aise, plus heureuses seules? Oui. Oui. Mais j'en sais rien, mais peut-être. Ouais, Mais Dominique, vous semblez être de ces personnes apparemment. Hein? Mais non, c'est parce que... Non, mais alors déjà, j'ai pas pensé à le dire, mais ça c'était une question primordiale pour moi. Je pense que déjà, la condition sine qua non de la réussite d'un couple, c'est qu'on ait conscience qu'on se suffise à soi-même. Parce que si vous attendez forcément de l'autre, il va vous apporter des choses, mais il ne faut rien en attendre. Donc du coup, effectivement, je fais partie de ces personnes qui sont bien, en fait, c'est pas de l'arrogance de penser que je me suffise à moi-même, mais je m'entends très bien avec moi-même, donc ça va. Mais voilà, donc du coup, moi je suis persuadée aussi qu'il y a certaines personnes qui s'efforcent à répondre à certaines injonctions, donc qui veulent à tout prix être avec quelqu'un, mais en fait on a une valeur de respect qui fait que même quand on est seul, on n'est pas moins que les autres en fait. Très bien, merci beaucoup de votre intervention Dominique. Il est maintenant l'heure de conclure. Merci d'être venu et d'avoir échangé avec nous. Alors mesdames et messieurs, le couple, est-ce que ça va durer encore? C'est une valeur qui va tenir ou elle est vouée à se dilater? Elle est en délitation, pardon. Oui, elle se délite, mais en même temps, c'est recherché. Ça reste une valeur recherchée. Ah ouais? Oui. Vous pensez que ça a encore
du temps devant soi. Oui, les c'est gens encore- aiment être en couple, les gens valorisent le couple. Oui, parce que le couple est maintenant fondé, comme disait le couple à côté, sur on est attiré par l'autre, on tombe amoureux. Et tant que les gens tomberont amoureux, il y a des espoirs. C'est des mots- Il y aura des couples. C'est le mot d'espérance, ça vous sonne, Ouais, ça résonne. Le couple n'a pas dit son dernier mot. Voilà, on va finir comme ça, c'est magnifique. Merci Amélie, merci Franck, merci Marilyn d'être venue. On va aussi remercier Marie qui n'a pas pu intervenir, la pauvre, parce que le téléphone ne fonctionnait pas trop. Colette et Dominique, on se retrouve bien évidemment le mois prochain. Prenez surtout soin de vous. Merci Marvin d'avoir assuré la réalisation technique de notre émission. À très vite.